Bienvenue dans la dernière heure de l'émission Maurice et la nuit du lundi 11 novembre 2024. Ton animateur préféré accueillera les habitués Kader de Troyes et Catherine d'Arcachon. D'économie, on parlera. De la communication moderne, on glosera. Maurice développera l'importance de produire, de créer des entreprises, de valoriser les savoir-faire plutôt que de perfuser avec de l'argent public. La responsabilité du consommateur sera pointée et le mécanisme de la dette décortiqué. Pas bégueule, Catherine se félicitera qu'un nécessiteux lui ait opportunément subtilisé son scooter. Maurice Radio Libre, c'est bizarre, on t'a dit. Bonne écoute. La direction de Maurice Radio Libre vous informe que ce programme est réservé aux adultes. Il est porté à l'attention de tous et toutes que l'émission est réalisée en direct et que certains propos pourraient choquer les esprits les plus sensibles. Il vous est donc recommandé de rester vigilant pour éviter toute déconvenue. Maurice Radio Libre vous informe qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de toute addiction générée par ce programme. L'équipe entière de la radio que vous avez choisi d'écouter ainsi que le comité des auditeurs actifs vous souhaite une formidable expérience. Mais je sais pas, Maurice, l'ère dans laquelle nous sommes entrés depuis maintenant 20 ans, celle de la communication outrancière. C'est pas de la communication outrancière, c'est du bavardage. On est dans une société qui est très bavarde où tout le monde chacun d'entre nous est une vedette potentielle de l'internet, où des gens qui comment je pourrais dire ça, où des gens un peu crédules croient que les chiffres qui sont donnés par les entreprises des médias sont réels, sont vrais, et qui arrivent à le faire gober à des entreprises commerciales. Ces gens-là s'imaginent en fait incontournables, importants, etc. Alors que ils ne sont pas plus importants qu'avant. Ils ont pour beaucoup d'entre eux laissé tomber leur propre parcours en se disant que ils sont tombés donc sur Internet et ils sont à la fenêtre de l'Internet en train de s'agiter et lorsqu'ils s'agitent, leur vie dans la réalité n'avance plus, parce que à tous ces gens qui avaient pourquoi ils avaient commencé à faire quelque chose de leur vie, ils travaillaient dans un magasin, ils faisaient je sais pas quoi, hop, ils ont acheté une caméra avec la petite lumière ronde là, hop, et ils se sont mis à parler dans le truc, et puis ils ont dit des choses, et puis la machine internet leur a fait croire qu'ils avaient des millions de personnes qui les regardaient, donc ça a permis à des commerçants de leur donner de l'argent au début. Parce que les commerçants se sont dit, mais s'il y a des millions de personnes qui les regardent, quoi qu'ils disent, on s'en fout, ça va permettre de vendre nos produits. Et assez rapidement, ces entreprises se sont rendues compte que les produits ne se vendent pas. Tu vois, s'il suffisait de parler des produits pour qu'ils se vendent, l'entreprise Peugeot ne serait pas dans la merde dans laquelle elle est, et encore moins Stellantis aujourd'hui, et je te parle pas de Volkswagen, BMW, etc. On nous parle sans arrêt de leurs produits, mais bon, finalement ils se vendent plus assez, et eux ils sont en train de se préparer à boire le bouillon qu'ils entendent bouillir depuis déjà un petit moment, et là ils ont été servis et il va falloir qu'ils attaquent sérieusement, et ils vont le boire chaud. Donc voilà, on fait croire ça aux gens, donc les gens se disent qu'ils sont importants. Comme ils sont importants, ils disent tout et n'importe quoi, parce qu'ils se disent que quand ils disent quelque chose, ça change des trucs. Et ensuite, en regardant de plus près, quand on prend le temps, on se rend compte que Taylor Swift, c'est une énorme star planétaire, ça c'est incontournable, etc. Mais on s'était dit que quand elle dit moi je vote pour je sais pas qui, que c'est les centaines de millions de fans de Taylor Swift qui arrivent à faire trembler la terre quand ils dansent je sais pas quoi, on s'était dit que il suffisait qu'elle dise ça pour que finalement la moitié de l'Amérique décide de voter pour la personne qu'elle avait pointée du doigt. Ça n'a pas marché en fait. Parce que notre l'ère d'aujourd'hui est une ère de bavardage, de gens qui parlent. Taylor Swift, c'est pas un personnage de politique, c'est un personnage qui fait de la musique qui semble plaire aux gens, des spectacles qui semblent plaire aux gens, point.
Ça s'arrête là. Et lorsqu'elle dit oui, je sais pas quoi, Kamala Harris, je vais voter pour elle, les mecs n'en ont rien à foutre, ils choisissent de mettre Donald Trump à la tête de leur pays. Et puis voilà, tu vois, c'est un exemple parce qu'elle c'est un vrai personnage important d'aujourd'hui, mais elle est importante pas parce qu'elle s'est mise à la fenêtre de l'internet à brailler des choses inintelligibles avec des produits de commerçants à la main, mais parce que c'est une artiste et que la musique qu'elle fait plaît aux gens. Voilà. C'est pour ça qu'elle fonctionne, quoi. Elle fonctionne parce qu'elle sait faire un truc. Parce qu'elle fait un truc qui marche. Les autres, qui sont juste des étagères, des supports pour les commerçants, sont des gens qui sont juste bavards. Donc on a l'impression qu'il se dit beaucoup de choses, mais il ne se dit rien. C'est comme à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Puisque c'est des gens de l'internet qui sont désormais à l'Assemblée nationale, chacun essaie de faire une phrase pour rester dans l'histoire, pour essayer de faire, on dit plus faire du buzz, parce que c'est ringard maintenant, ça doit être un autre terme anglo-saxon, je sais pas comment, j'ai pas suivi là, je sais pas, parce que moi quand les pentes sont savonneuses, je n'y vais pas. J'aime bien qu'il y ait du grip, moi, pour freiner. Et donc ces gens qui sont à l'Assemblée nationale depuis déjà un petit moment sont des gens qui ne font rien pour le pays, qui ne font que créer ils ne font que faire des commérages, voilà, ce qu'on appelait avant des commérages. Donc il y a machin qui a dit ci, il y a truc qui lui répond, chacun essaie de faire la phrase qui va le mieux, qui marche le mieux pour que on se souvienne de son nom. Et au bout il y a rien, quoi. Au bout, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout, ouais. Tu vois, parce que même les fans de Jean-Luc Mélenchon, qui est un personnage qui a beaucoup fait parler des gens ont beaucoup bavassé. Bon, le résultat, même pour ceux qui sont d'accord avec lui, il est nul et non avenu. Il s'est rien passé. Tu vois, et je parle pas des autres, c'est pareil, quoi. Comme on est dans la bavasserie, bon, ben voilà, on est effectivement comme au café du commerce, chacun fait son petit numéro. Après ça, tout le monde repart sur sa mobilette, rentre chez lui regarder la télé, on n'en parle plus, tu vois. Mais ça ne bouleverse pas la vie du quartier. Et c'est un peu ça notre problème. Mais je pense qu'il faut se dire qu'il faut que les choses puissent être dites. Mais ça demande un changement et je sais pas, je sais pas si ça prendra ce chemin-là. Moi, je suis pessimiste un peu là-dessus quand même. À quel propos? Que les élites politiques, c'est un grand mot déjà ça. Ceux qui sont aux affaires, Maurice, le répondeur. Bonsoir Maurice, mon meilleur ami Nicolas, 31 ans de Perpignan. Voilà, je vous appelle pour nuisance nocturne. Des volets dans l'appartement d'à côté, ils n'arrêtent pas de claquer. Le concierge est impuissant et ils adorent qu'une chose, c'est de se moquer de moi. Alors ça claque et à chaque fois qu'il y a du vent, ça recommence. Et ça claque et boum et bam et claque. Voilà. Puisqu'ils s'en foutent les gendarmes, donc ça claque. Nicolas, 31 ans, Perpignan. Envoie un message audio à Maurice. Maurice@mauriceradiolibre.com. Avec ton prénom, ton âge et ta ville. Alexandre est sur le chat de Maurice Radio Libre, il dit il y a Yaya qui est sur le chat qui lui demande alors t'as fait un cadeau à Zora pour son anniversaire et Alexandre répond oui, j'ai fait un cadeau d'anniversaire à Zora. Je lui ai lavé son linge au lavomatique et je lui ai plié et rangé dans l'armoire. Joyeux anniversaire. Il est vraiment chouette ce mec là. Kader à 49, il est à 3. Catherine à 59, elle est à Arcachon. Oui, je suis là. La main est la main est à... c'est vrai que c'est un beau cadeau d'anniversaire quand même.
Ah, c'est vrai que c'est un beau cadeau d'anniversaire quand même de laver le linge au lavomatique et de le plier après et de le ranger dans l'armoire. C'est un sacré cadeau. Ah, c'est vrai qu'il est bon en contre-pied, Alexandre. Là, c'est vrai que le cadeau, on se dit ouais, pour les anniversaires, on aime bien se faire des surprises, hein, c'est traditionnel. Là, c'est une vraie surprise, par contre. C'est vrai que quand t'apprends que ton cadeau d'anniversaire, c'est tes chaussettes qui sont pliées dans ton placard, ça rend quand même super joyeux, quoi, sans le coup. Et en même temps, je pense que tu dois avoir un peu les larmes aux yeux, tellement tu es surpris, quoi. J'aurais pas pensé à ça. C'est hyper original. Pardon. Allez-y, Kader, c'est à toi la main. Ouais, mais écoute, ce que je disais tout à l'heure, pour poursuivre, c'était, je sais pas si on aura l'occasion d'avoir quelque chose, enfin peut-être, hein, qui va se passer. Finalement, peut-être que le fait d'être au pied du mur quelque part, mais encore faudrait-il qu'on puisse le dire, qu'on puisse dire, ben maintenant c'est plus comme avant, c'est fini. Voilà ce qui va nous arriver. Voilà ce qui risque de nous arriver. Mais non, parce que on ne sera pas prévenu. C'est-à-dire que pour le moment, notre situation financière, enfin la situation financière du pays tient parce que on nous prête de l'argent. Les entreprises donc sont, on n'a pas beaucoup de très grosses entreprises, mais les très grosses entreprises sont en train de s'essouffler aujourd'hui parce qu'en plus on se rend compte que dans les grandes villes, on n'a plus besoin de bagnole, donc ils continuent à en faire plein, mais bon, puis comme ils veulent en faire plein et pas cher, bon, elles ont forcément plein de problèmes, mais les engagements financiers sont gigantesques en fait pour les gens. Hein, parce qu'un mec qui gagne 2000 balles par mois, il achète une voiture qui vaut 40 000 euros. Tu imagines le fric, c'est énorme, quoi. Et avec 40 000 euros, il a une caisse, une pauvre bagnole, un bazar. Quand il va au garage 2 ans après, qu'il demande s'il veut bien la reprendre, on lui reprend 10 000 balles, quoi. Enfin, tu vois. S'il l'a entretenue, s'il n'y a pas une seule rayure et si elle a pas trop de bornes, quoi. Enfin bon. Mais qu'est-ce que tu dis, Catherine? Ben, j'ai une question, mais pour un peu après, mais par rapport à la dette mondiale. La dette mondiale? Oui. Qu'est-ce que c'est la dette mondiale? Ben justement. Ben, tu sais, c'est un peu comme si on parlait de la dette d'Arcachon, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si on mettait tous les habitants d'Arcachon, tous ceux qui ont des dettes, plus la ville, et qu'on se disait la dette d'Arcachon, ça ne veut rien dire en fait. Ben justement, parce que quand on nous parle de la dette mondiale. Mais personne ne parle de la dette mondiale. Il y en a qui disent, ouais, la dette mondiale. Oui, mais enfin, ce sont ceux qui disent des conneries. La dette mondiale, ça ne veut rien dire. Nous, notre problème, c'est pas un problème de dette mondiale, parce qu'il n'y a pas de banquiers extra-mondiaux. Il y a des banquiers. Voilà, c'est pour ça que je comprenais pas. Donc ça, la dette mondiale, c'est des chiffres, parce qu'il y a des gens qui s'amusent à faire ça, mais ça ne veut rien dire. Parce que c'est la dette du monde que le monde doit à lui-même. Parce que sinon je me disais, mais à qui Oui, la dette mondiale, c'est l'argent que le monde doit lui-même. Aux autres. Voilà. En revanche, la dette de la France vis-à-vis de ses créanciers extérieurs, ça veut dire quelque chose. Et on a essayé de baigner les gens dans le mais vous inquiétez pas, on ne réclamera jamais l'argent, etc. Ce qui n'est pas vrai, ce qui est un mensonge, parce que ceux qui prêtent l'argent, ils ne le prêtent pas en se disant qu'ils s'en foutent d'être remboursés. Ils le prêtent pas parce que ça leur donne un genre, un air, ou parce que ça leur permet de dire dans les salons. Ce sont des gens qui sont les obsédés de fric, hein. Ce sont des gens dans le métier et de prêter de l'argent et de gagner leur vie en prêtant de l'argent. Ben oui, ce sont des gens, des organismes, des entités qui gagnent de l'argent en prêtant. Donc ce ne sont pas du tout des gens qui font des cadeaux. Mais pour le moment, on a l'impression que ça n'existe pas parce qu'on nous prête en fait. Donc il faut le voir comme un particulier, comme un
comme un Oyoun ou un Patrick Drahi, auquel les banques prêtent de l'argent pour acheter une entreprise, puis une autre, puis ils prêtent, sans jamais vraiment rembourser, en donnant un petit sou ici, un petit sou par là. Et un beau jour, la banque dit, maintenant il faut nous rembourser. Donc Oyoun ou Drahi, ils courent partout pour essayer de trouver des gens pour racheter les entreprises qu'ils avaient achetées avec des crédits, et tous les salariés qui étaient dans les groupes dans lesquels qui avaient été constitués par Oyoun ou Drahi, pour prendre ces exemples-là, ces gens-là qui pensaient le pilote principal, c'était un milliardaire richissime qui allait ci, qui allait là, qui allait machin, tout casser, ils vont s'apprêter à chercher du boulot. Parce que les entreprises vont aller à la casse. On en a fait Camailleux, on a fermé, terminé, on a foutu tout le monde dehors. On a vendu le stock à je sais plus quelle boîte qui achète à vil prix les objets qui ont été fabriqués ou qui ont été importés par ces boîtes-là. Et c'est terminé, fini. Et ça, c'est une réalité pour ceux qui à un moment voient dégringoler en fait tout ce qu'on leur avait fait croire en leur disant que Patrick Drahi était immensément riche, que machin Oyoun était immensément riche, qu'ils ne risquaient rien parce qu'ils avaient acheté ci, ils avaient acheté là, ils avaient machin, ils avaient plein de trucs, ils avaient un groupe énorme, etc. Un beau jour, le banquier se tourne et dit maintenant je veux mon pognon. Et là, les mecs, c'est la merde, quoi. Et ils ferment, et ils vendent les boîtes, et ils foutent les gens dehors. Et la France est dans cette situation. Pour le moment, on est comme étaient les gens qui travaillaient dans les entreprises de ces deux personnages. La France est dans cette situation. Elle se dit que oui, que de toute façon on prête, il y a les annotations qui sont un peu plus, un peu moins, un peu machin truc, un peu je sais pas quoi. On se rend bien compte que notre pays aujourd'hui n'a plus la résonance qu'il avait avant. Notre ministre de je sais plus quoi est allé en Israël. On a foutu les mecs il est allé en Israël chez nous, dans un truc qui appartient à la France. La police la police locale a mis les menottes aux policiers français et on les a expulsés d'Israël manu militari dans un endroit qui était normalement chez nous, la France, que machin truc, c'était notre merdier. Alors notre président a condamné, tout le monde a condamné, mais c'est fini. Nos mecs, on les a foutus à la porte comme des malpropres de chez eux. C'est aussi un petit signe supplémentaire. Si on ajoute ça à tous les autres signes des mecs d'Afrique qui ont demandé à notre armée de quitter, ils nous ont donné des ultimatums pour qu'on quitte. Qu'on ramasse nos mitraillettes et nos camionnettes et qu'on se casse avec tout ça et qu'on quitte leur pays. Ce sont des petites choses supplémentaires. Notre président qui va taper à la porte de trucs là, de Poutine qui est attendu, qui le fait poireauter et qui lui dit écoute, t'es bien gentil Raymond, mais rentre dans ton pays parce que je vais faire ce que j'ai envie. C'est encore un petit truc supplémentaire. Tout ça, ça montre quand même qu'on n'est plus. L'ambassadeur est convoqué, d'Israël est convoqué demain à Paris. Qu'est-ce qu'il en a à foutre, le mec? Il va dire, c'est pas moi qui prends les décisions. On va lui dire, d'accord, et puis voilà. Il va rien se passer. Un jour, alors, aujourd'hui, on prête à la France comme on prête à l'Espagne. À peu près, si j'ai bien compris. Et puis après, on prêtera à la France comme on prête à la Grèce. Et puis après, on prêtera à la France comme on prête à la Guinée. Et puis petit à petit, un jour, on va nous dire qu'on nous prête plus. Un jour, on va nous dire maintenant, il faut nous rembourser. Et là, ce jour-là, les Français vont tomber de leur chaise, ils ne comprendront pas parce que on va tout casser dans notre pays, foutre les trucs, brûler les bagnoles, etc. Et ce ne sera pas réparé cette fois-là. Parce qu'on n'aura pas les moyens, en fait. On n'aura pas les moyens de réparer les abribus, les trucs. Et donc, on aura une partie de notre pays qui sera cassée. Et il faudra qu'on vive avec les abribus pétés et les carcasses de bagnoles dans les rues. Parce que quand on dira au concessionnaire de la casse du coin de venir récupérer les bagnoles, il nous dira, moi j'ai des difficultés, il faut me payer d'abord. Et comme on pourra pas le payer d'abord, les caisses, elles resteront là.
Voilà. Alors non, Maurice, on remboursera comme Alexandre 100 balles par mois. Non, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on fait comme Alexandre. Aujourd'hui, on rembourse 100 balles par mois. Mais un jour, on nous dira qu'il faut tout rembourser, parce qu'on ne croira plus. Et on sera dans un pays dans lequel Michelin sera de moins en moins fort, Valeo aura presque disparu de nos frontières, les Camailleux, machin, truc, je sais pas quoi, seront en train de se barrer. Il faut quand même qu'on ait conscience de ça. Alors c'est très bien qu'on continue à fabriquer des youtubeurs qui vont nous parler depuis Dubaï, mais peut-être qu'il faudra qu'on se mette à faire des entreprises, à fabriquer. Qu'est-ce que vous dites? À faire des vraies choses. Eh ben oui, il faudra peut-être qu'on se mette à donner du travail aux gens réellement. Mais pour qu'on donne du travail aux gens, il faudra aussi que ceux qui achètent commencent à se demander à qui ils achètent. Est-ce que quand je donne mon pognon à une entreprise qui est extérieure à la France, est-ce que je soutiens l'emploi local ou pas? C'est ça les questions qu'il faudra se poser. Et rembourser à qui? Rembourser à qui nous prête, en fait. Il y a par exemple des banques qui nous ont prêté de l'argent, pour t'expliquer. Ces banques, elles vont nous demander de les rembourser. Je vois pas ce qui est compliqué à comprendre. Je comprends pas. Tu vois, c'est un peu ce que tu décris. Tu vois, c'est une forme. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, de toute manière, comme une forme d'hypnose du peuple face à ce qui se passe autour. Non, c'est parce que c'est parce qu'on est un peu comme des enfants, nous. Tu sais, les enfants, ton petit cousin, quand tu lui dis oui, je sais pas moi, j'ai acheté un frigo, il comprend pas trop. Enfin, il voit qu'il y a un nouveau frigo, quoi. Mais il comprend pas la démarche d'achat. C'est-à-dire qu'à un moment, t'es allé à la caisse, le mec il t'a dit c'est je sais pas combien, 1500 €, et que t'as pris 1500 € avec ta carte bleue que tu lui as donnée, donc qui sont plus sur ton compte, mais qui sont partis sur le compte de l'entreprise. Et ça, les gens ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Ouais, mais ça, pour moi, j'en demeure pas, Maurice. C'est toute. Je vais peut-être être un peu. Je suis un peu en colère, moi, depuis en colère. Je suis un peu. Comment dire ça? Très critique. Alors, écoute, tu me dis, on a déjà eu des discussions là-dessus, mais je pense que, tu sais, la population politique, elle est pas à la hauteur des enjeux, que ça soit au niveau communal, que ça soit au niveau départemental, régional. Moi, je trouve que on est encore dans l'ère du 19e siècle où le mec, il se comporte comme le notable, comme le baron, comme le comte d'une région, et ça peut plus durer, ça. Ça peut plus durer, ça. Ça peut plus durer, moi. Ce que je demande à un élu, peu importe sa couleur, je m'en fous, hein. Mais c'est qu'il fasse les choses pour sa ville, qu'il fasse des aménagements, qu'il essaye de faire des économies là où il y a besoin d'en faire, qu'il fasse une efficacité, qu'il optimise la ville et puis qu'il essaye d'en faire une ville où tout le monde peut y vivre. Aujourd'hui, moi, ce que je remarque pour beaucoup de villes, c'est des gens qui sont installés et puis c'est pas vraiment des représentants de la ville. Quand ces gens-là n'ont plus, je sais pas, un maire. Pour moi, ça a toujours été comme ça. Je prends le maire parce que tu parles à tout le monde. Un maire, ça devrait être quelqu'un qui devrait de temps en temps sortir de son bureau, aller, comme tu le disais l'autre jour, le café du commerce, que beaucoup critiquent, aller au café du commerce, aller se balader dans les endroits où justement il y a de la délinquance, aller s'y poser quelques instants, et pas avec un renfort de journalistes et de manifester sa présence. Non, d'y aller comme un citoyen de sa ville. Moi, je pense que déjà, si les gens faisaient ça, ça changerait beaucoup de choses. Alors, mais on n'en est pas là. Et moi, je trouve qu'on devrait en être là parce que là, on est dans cette situation-là. Si les gens restent dans leur bureau, ils disent oui, mais on va réagir à force d'arrêtés municipaux, de conseils municipaux, sans avoir mis les pieds là où ça se passe, et se reposer souvent sur des associations qui font les relais d'une politique, alors que même ils touchent des subventions, ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Ça peut plus durer. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que la réalité de la politique, c'est la politique réelle. La politique réelle, c'est d'aller là où tu vas.
peu importe ta couleur, t'es quelqu'un qui veut faire du social, et puis de toute manière, aujourd'hui, on n'est plus, moi je pense on peut plus être dans un truc où on dit ouais, la gauche c'est le social, la droite c'est le pognon. Non, je pense que on peut essayer de trouver un front commun, enfin une idée commune, c'est celle du pays, dire bon bah voilà, il faut qu'on trouve un moyen, parce que si les pauvres se retrouvent encore plus pauvres, ça risque d'avoir des conséquences. Et puis ceux qui ont des thunes, ces thunes-là, on leur prête des thunes, donc on va être un peu plus vigilant aussi à comment on leur donne l'argent. Ce que tu disais à propos de certains qui prennent des subventions publiques et puis qu'après ils partent, ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Oui mais comment faire? Mais comment faire? Il faudrait qu'aussi, je pense, je t'en parle à toi comme ça, hein, Maurice. Comment je vais te dire ça? Je pense que tu vois, en France, on a différents problèmes et t'en parle souvent à l'antenne et puis on s'est déjà plus ou moins écharpé sur certaines choses. Mais je pense que... Attention, monsieur Kader, bossez le dossier, je reviens. Nous sommes le 11 novembre et nous fêtons les Martins. 1502, Christophe Colomb découvre une île et la nomme Martinique en l'honneur de Saint-Martin. 1821, naissance de Fiodor Dostoïevski. Devant ses yeux, le ciel brillait. Un lac était à ses pieds. Autour de lui, l'horizon ensoleillé s'étendait à perte de vue. Longtemps, il contempla ce spectacle avec douleur. Écrivain russe. 1883, naissance d'Ernest Ansermet, chef d'orchestre et musicologue suisse. 1898, naissance de René Chaumette, dit René Clair, à Paris. Cinéaste, réalisateur, scénariste, parolier et écrivain français. 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Les Alliés et l'Allemagne signent un armistice. 1919, instauration de la minute de silence. 1920, transfert du chœur de Léon Gambetta au Panthéon de Paris. 1942, en France, l'Allemagne occupe la zone dite libre. 1944, Winston Churchill assiste au défilé militaire sur les Champs-Élysées aux côtés du général de Gaulle. 1951, décès de César Vezzani, ténor français. 1962, naissance de Demetria Gines Guinness, dite Demi Moore, actrice, productrice et réalisatrice américaine. 1974, naissance de Leonardo DiCaprio, acteur, producteur, scénariste et documentariste américain. 2002, le président de Microsoft, Bill Gates, donne 100 millions de dollars pour lutter contre le sida en Inde. J'ai fait un peu de bien, c'est mon meilleur ouvrage. Voltaire, Dragon, vous ne serez pas du tout disposé à collaborer de façon constructive aujourd'hui. Vendredi, sur Maurice Radio Libre, on disait ça. Dans l'émission que tu participes là chez ouais. Je ne connais absolument pas, je peux la préciser. Est-ce que tu as déjà entendu des juifs? Bah ouais, justement, c'est intéressant, ouais. Heureusement, d'ailleurs que oui, D'ailleurs, oui, il y a des juifs sympas, hein, heureusement d'ailleurs. Oui, mais ça c'était avant. Maurice Radio Libre, souvent copié, mais jamais égalé. Maintenant, nous sommes ensemble dans Maurice c'est la nuit. Arnaud, 53 ans, Tremblay en France. J'écoute Maurice c'est la nuit, Maurice Radio Libre depuis de très nombreuses années et je considère ça comme un média, comme un divertissement, que il soit quotidien, que j'écoute une fois par semaine ou une fois par mois. En tout cas, ça me semble normal de payer quelque chose. Donc, je fais un virement mensuel de 10 € que j'ai programmé pour ne pas oublier avec PayPal. Je pense que c'est normal de le faire et je vous encourage tous à faire de même et à mettre une somme plus importante que la mienne. Bonne écoute. Après ces nombreuses séances de méditation et ces heures de yoga nécessaires pour supporter tes complaintes quotidiennes, Maurice a aussi besoin de café. Beaucoup de café. Alors paye-lui ton coffee. Retrouve-toi comme aux zincs du comptoir et offre autant de coffee que tu peux à ton meilleur ami. Soutiens Maurice Radio Libre et fais péter ton café. Ton coffee. Ton café, tu l'as là? Allez, merci. Lâche-toi. Bonjour! On m'a dit que tu n'avais pas les derniers mugs. Warum? Weißt es nicht? On a dit me mentir. Parce que si tu ne l'as pas acheté, tu vas me décevoir. Et tu sais ce qui se passe quand on me déçoit? Tu le sais. Non? Bon, je vais te faire une offre que tu ne peux pas refuser. Alors, tu en veux combien? 2? C'est mieux, va bene. Je suis un homme superstitieux. Un stiobilout. Et si un malheureux accident devait arriver à cette radio, alors, présentement, je penserais que le vrai coupable est autour de cette table, et là, il serait impitoyable. C'est juste énorme, et là, t'es pas prêt. Maurice à moto et en 3D va débarquer dans la boutique de ta radio. Si, ma bonne Lucette.
figurine de Maurice Amoto, dessinée par Frédéric du Japon, imprimée en 3D, va débouler chez toi. Tiens-toi prêt, parce qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. Eh ben, ça sonne bien ça. D'abord par ici, Kader il a 49, il est à 3. Ouais, je suis là. Et Catherine a 59 et elle est à Arcachon. Oui, je suis là. Allez, ça l'a fait marrer la Catherine là. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais un truc rigolo. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait un truc en 3D. T'as fait un truc en 3D? Ah ouais, c'est beau. Y a pas... Il y a les meubles aussi. Il y a les meubles aussi. C'est bien. Bien envoyé. C'est bien, Catherine. C'est amusant. Allez-y, Kader. Ouais, tu me demandais comment il faut faire, comment il faudrait faire. J'ai pas la solution miracle, mais je prends déjà le constat, la réalité. Si tu prends une maison prends une cas d'une maison, il y a 100 personnes dans cette maison, avec les pièces dévolues. Tu prends le nombre de personnes qui sont âgées, qui peuvent plus être productives pour assurer l'entretien de la maison, donc les retraités, les personnes retraitées. Tu prends celles qui sont actives, c'est combien? C'est 30%. Tu en prends 15, allez, je sais pas, 10% qui sont donc là dans la maison, qui font rien. Dedans, t'en as 15 qui sont dans une situation délicate. T'en prends un ou deux, peut-être, que tu mets dans une pièce fermée à clé parce qu'ils font des conneries. Donc déjà, il faut commencer par là. Il faut commencer par remettre de l'ordre dans la maison. Et ensuite, au lieu d'essayer de vivre comme les voisins qui commencent à construire des buildings à côté de toi, c'est pas parce que les autres construisent des buildings qu'il faut que tu essayes de faire un building. Déjà, commence par essayer de remettre ta maison en état, puisqu'elle commence à prendre l'eau par la toiture, et que ton jardin, il est plein d'herbes, qu'il n'est pas entretenu. Eh ben, au lieu d'aller chercher à vivre comme ceux qui construisent des buildings à côté de chez toi, et d'aller dans les mêmes magasins qu'eux, bah, tu dis à toute ta population, tu dis non, ces trucs-là, c'est plus pour nous. Ou encore, ou pas pour tout le monde. C'est ça qu'il faudrait qu'on arrive à faire, c'est-à-dire, voilà, maintenant, on va essayer d'utiliser notre territoire. Moi, je pense que ça part que du territoire pour commencer. De dire, voilà, les choses, il faut qu'elles évoluent. Et moi, je pense que chaque ville devrait être responsable aussi de la dette. Parce qu'on parle de la dette, tu parles de la dette, par exemple. Mais ça serait bien d'avoir un État financier qu'on reporte exactement. Bah tiens, tel département, à combien sa dette s'élève par rapport à la dette. Ah ben oui, mais il y a aussi la dette tu peux être dans une commune endettée, ça aussi, tu peux t'approcher des comptes et les connaître. Oui. Tu peux être dans une région endettée, etc. Hein. C'est ce que je veux dire, c'est ça. C'est donc, est-ce que on pourrait pas, quelque part, c'est peut-être un peu dur ou c'est peut-être, je veux dire, un peu à la gestion de l'entreprise, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur votre territoire, vous n'êtes pas compétent, vous mettez rien en place pour essayer de valoriser votre territoire au niveau industriel, au niveau entrepreneurial, et puis tout ça. Moi, je pense qu'il faut commencer par le territoire. Et ce territoire, je te le dis, je pense qu'il y a des gens qui devraient laisser leur place. Mais c'est aussi une politique. Je comprends pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tant qu'on aura sur les territoires des gens qui agissent un peu, comme je te le disais tout à l'heure, comme des comptes, qui sont là, ils sont contents d'être là, mais que finalement, il y a certains territoires qui sont de désastres économiques, voire même écologiques. Oui, mais, à un moment donné. Attends, tu peux pas mélanger le désastre écologique et le désastre économique. Parce que Parlons d'économique. Le désastre économique, c'est toi et moi qui n'avons pas monté d'entreprise dans ces coins-là. Pourquoi il y a des régions, des villes, des endroits pauvres chez nous? Alors, ce qu'on appelle un endroit pauvre, c'est un endroit dans lequel on ne produit rien. C'est quoi ne produire rien? C'est-à-dire les endroits dans lesquels il n'y a pas d'entreprise. Avant, il y avait, je sais pas quoi, si tu prends le Nord, là, ils faisaient du charbon, là, eux, ils produisaient des trucs, c'était des régions qui étaient des régions riches. Et puis après, on a arrêté le charbon, donc il y avait plus rien. Et comme ils n'ont pas remplacé le charbon par autre chose, parce que, pour remplacer par autre chose, il faut trouver des entrepreneurs, pour remplacer. Et comme il n'y avait pas, c'est devenu, ces zones-là sont devenues des zones pauvres. Notre problème aujourd'hui, c'est que on est dans un pays dans lequel
il y a 5 millions de fonctionnaires pour faire tourner nos administrations, et que dans ce pays, il y a plein de gens qui ne montent pas d'entreprise. On ne crée pas d'entreprise. Donc comme on crée pas d'entreprise, il y a pas de boulot. Ceux qui peuvent trouver du travail, ils prennent ce qu'il y a. Sinon, ils se déplacent. Et donc. Et pourquoi on crée pas d'entreprise, Maurice? Parce qu'on n'a pas la culture pour. Parce que notre système, le système d'éducation chez nous n'emmène pas les entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis il y a autant d'entrepreneurs? Parce qu'ils ont des entrepreneurs vedettes, stars, qui leur montrent qu'on peut avoir une idée, puis à partir de cette idée monter une entreprise, et que ça fonctionne. Nous, on a l'impression que les entreprises peuvent fonctionner que si le maire donne de l'argent, si tout le monde donne du fric, etc. Donc on n'a pas besoin d'idées, on a juste besoin d'imiter. Et c'est le drame de notre pays, c'est qu'on a besoin d'imiter ce que font les autres pour essayer de gagner de l'argent. Donc on imite jusqu'à un certain point, et puis au bout d'un moment, ce qu'on a imité s'écroule, ça marche plus, et c'est fini. Et ce qu'on savait faire, on a arrêté de le faire. Parce qu'à un moment, celui qui le faisait, il a pas trouvé, il a pas cherché à avoir. Je pense par exemple, ce qu'on faisait vachement bien, c'était les grands magasins. Je parle pas des grandes surfaces, des trucs. On faisait bien les grands magasins, je sais pas quoi, Monoprix, les galeries Lafayette, il y en avait partout dans tout. Ouais, tu vois, ces trucs-là. C'était un truc qu'on savait bien faire. Mais pourquoi on savait bien le faire? Parce qu'il y avait des gens, des personnes physiques qui savaient le faire. Et ces personnes physiques, elles l'ont fait pendant un temps. Et puis elles ont vieilli, et puis on a commencé à morceler le capital, et puis on a mis des trucs, des gens, et petit à petit, ceux qui savaient faire sont devenus de moins en moins importants dans le capital, et comme ils sont devenus de moins en moins importants, c'était ceux qui étaient venus juste pour gagner du fric qui était le plus important. Donc ceux qui voulaient gagner du fric, ils ont dit là, si on veut continuer à gagner du pognon, il faut qu'on en rachète 10, parce que si on a 10 trucs pareils, on va multiplier les profits par le nombre de trucs. Donc ils ont fait ça, et donc la part de créatifs, d'entrepreneurs est devenue de plus en plus faible. Et puis un beau jour, les mecs se sont dit finalement on en a 10, mais on se rend compte que la rentrée de pognon, puisque la partie d'entrepreneurs est de moins en moins importante, donc il y a de moins en moins de création, donc les magasins vieillissent, ça se renouvelle pas parce qu'il y a plus personne qui a envie de faire. Alors les mecs se sont dit on va les vendre. Donc ils les ont vendus à celui qui voulait acheter, le plus offrant. Le plus offrant, c'était souvent un mec qui rêvait de conquérir la France, qui venait de l'extérieur. Paf, le mec il a racheté. Et c'est comme ça qu'on a déconstruit jusqu'à ce que là bientôt c'est le BHV qui va disparaître, je pense dans les 5 prochaines années. C'est mon magasin préféré à Paris, donc ça me fait quelque chose. Je l'ai regardé je suis passé hier à côté, ça m'a fait un peu de peine. Je l'ai regardé comme ça en me disant putain, quand ça sera fermé, ça va me faire mal aux burnes, je pense. Mais voilà. Et ce n'est pas, alors il y a Christo qui écrit, c'est de la faute des politiques. Pas du tout. Ce n'est pas de la faute des politiques. C'est parce que nous n'avons pas la fibre, nous n'avons plus la fibre pour créer. Ce qu'il nous reste aujourd'hui, ce sont les artisans, on en a plein, mais on n'entretient pas la fibre des artisans, on ne les fait pas mousser, on ne les montre pas. Alors les artisans, les meilleurs d'entre nous, de chez nous, ils se débrouillent pour continuer à vivre, pour faire marcher leur bazar, mais ils sont tout seuls dans leur coin, pendant que les Américains, eux, ils sont pas très bons en artisans, ou en tout cas ils sont moins forts que nous, mais ils sont bons en industriel, de je sais pas quoi, de l'internet et de la bouffe. Et eux, ils continuent à faire mousser leurs mecs, à leur faire le tour des facs, le tour des écoles, les Elon Musk, les machins, les trucs. Le mec est à moitié dingue, mais ils lui font faire le tour des écoles, des facs, des machins. C'est une vedette. Il y a une partie des gens aux États-Unis qui trouvent que c'est génial, et une partie des futurs entrepreneurs qui se disent moi je veux faire Elon Musk dans ma vie, parce que regarde, c'est un mec qui a montré, c'est quand même le mec qui dans le monde a déclenché réellement la voiture électrique. C'est quand même lui qui a déclenché la voiture électrique avec Tesla. Avant Tesla,
Les voitures électriques, c'était des trucs, on rigolait, on se disait je sais pas quoi, tout le monde en parlait, mais personne n'en faisait. Lui, il les a fait, et il est arrivé en moins de 10 ans, ou en 10 ans, à faire une entreprise de voitures électriques, qui est aujourd'hui qui est sans doute la locomotive du monde de la bagnole électrique sur la planète. Combien de temps ça va durer, j'en sais rien. Mais enfin voilà. Chez les autres, il y a ça. Nous, on ne fait pas ça parce qu'on nous a expliqué que les riches, les gens qui avaient des idées, les gens qui s'en sortaient bien, c'était des cons, que les plus importants, c'était ceux qui pouvaient bloquer les ronds-points, que ceux qui étaient importants, c'était ceux qui allaient juste utiliser les objets qui étaient faits par les autres, donc qui allaient se mettre des gilets jaunes qui sont fabriqués en Chine sur le dos, sans jamais se demander d'où ça venait, en demandant des trucs. Et donc, voilà pourquoi nous, on n'avance pas. Parce qu'on ne donne pas envie aux gens, on ne nous montre pas les entrepreneurs qui réussissent. Ceux qui réussissent, on nous dit que c'est des pauvres cons, des connards, et qu'il faut pas faire ça. Et donc effectivement, petit à petit, on a eu toute une génération de fonctionnaires. On a fait plein de fonctionnaires. Maintenant, on dit aux gens ouais, fonctionnaires c'est pas bien. Et puis on les a tellement purgés, insultés, traités de tout dans tous les domaines qu'il y en a il y a moins en moins de gens qui veulent faire ça. Et puis on n'a pas remplacé par autre chose. Donc oui, il y a des régions dans lesquelles il y a rien. Les petits commerçants, tout le monde s'est dit dans les années 90 qu'il fallait aller dans les grandes surfaces pour faire les courses, etc. Donc certains petits commerçants ont suivi, ils sont allés se mettre dans les galeries marchandes. Aujourd'hui, les galeries marchandes sont mortes, les petits commerçants qui sont avec, c'est fini, ils sont en train de disparaître. Et dans les centres-villes, comme on s'est pas dit, il faut entretenir les trucs, on a dans certains coins, il y a que des kebabs et des barbeurs. Donc les communes commencent à se dire ouïouïouï, il faut réduire la part des vendeurs de poulets, de barbeurs et de machins parce qu'il y a que ça. Il faut donner envie aux gens. Mais on n'a pas créé les bouchers, on n'a pas poussé les gens à devenir je sais pas quoi, poissonniers. On leur a dit que c'était de la merde, que ça marchait pas, etc. C'est nous qui avons créé ça. Ce sont pas les politiques. Ouais, je pense quand même que le discours politique, je parle du discours politique, il en rejoint pas. Non mais regarde par exemple, il y a Yaya qui est sur le chat qui écrit mais c'est pas le rôle des politiques de fédérer et d'impulser, bien sûr que non. C'est pas le rôle des regardez ce qui se passe ailleurs, comprenez quand même. Regardez ce qui se passe dans les pays dans lesquels on crée des entreprises, on fait des choses, etc. C'est parce qu'il y a des gens qui créent, il y a des gens, des personnes qui ont des idées d'entreprise, qui ont envie de créer leur entreprise et qui essaient de les faire. Chez nous, la plupart des gens se disent que pour faire une entreprise, il faut que le Crédit Agricole leur prête 1 milliard. Donc si le Crédit Agricole leur prête pas 1 milliard, c'est de la faute du Crédit Agricole et après c'est de la faute d'Emmanuel Macron. Alors qu'en fait, pas du tout. Des gens qui ont des idées pour créer des choses chez nous, il y en a pas suffisamment. Et quand elles existent, je suis désolé, je suis un peu long. Et quand elles existent, elles sont souvent l'objet de l'artisanat, puisque c'est dans ce domaine aujourd'hui qu'on est les plus forts. Mais personne ne les fait mousser. Personne ne se dit, Yaya ne dit pas à ses enfants, tiens, on va aller voir Jérôme qui fabrique des je sais pas quoi, des chaussures, des meubles, des je sais pas quoi, des objets en verre, des radiateurs à côté de chez nous. Il faut que tu vois ce qu'il fait, c'est vraiment merveilleux et formidable. C'est comme ça qu'on arrive à faire déclencher. Les gens se disent, moi je reste chez moi, je suis assis sur mon canapé, je vais sur TikTok, qui est une entreprise chinoise, faire ce que les Américains m'ont dit de faire, et puis après je voudrais que dehors qu'il y ait des emplois, je voudrais qu'il se passe quelque chose, je vais commander tout sur Amazon, et puis après il dit ah oui mais je comprends pas, c'est de la faute d'Emmanuel Macron si jamais mon fils ne s'est pas lancé dans la boucherie, n'a pas créé une entreprise de boulons ou n'a pas eu l'idée de je sais pas quoi de se lancer dans la coiffure. Je dis mais non, c'est de la faute des politiques parce que c'est les politiques qui doivent déclencher les envies. Et les parents ils font quoi? Ils regardent la télé, ils branlent rien, les membres de la famille ne s'intéressent pas à ce qui se passe, ils sont tous en train de répéter des imbécilités qu'ils ont entendues à la télé ou de dire ce qu'ils ont vu sur internet qui devient la vérité, et puis pendant ce temps ils ne créent rien, ils ne montrent rien, ils ne disent jamais, si ils disent à leurs enfants il faut devenir Kylian Mbappé parce que pourquoi? Pas parce qu'il joue très bien au football, parce que c'est un con, il joue mal, il est nul, je sais pas quoi, mais parce qu'il est riche. Ça s'arrête là. Bon. Donc voilà dans quel
Est-ce que pour les créateurs, enfin, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de législation sur la fiscalité, sur le droit du travail qui ferme aussi ça? Bah écoute, les artisans aujourd'hui sont le premier employeur de France. C'est là où il y en a le plus. Alors oui, c'est sûr, et on pourrait gagner plus, mais comment on fait pour avoir de la lumière, des routes, la fibre pour tout le monde, je sais pas quoi, des trucs formidables, l'eau de la Seine qui est nettoyée, la pollution qui s'en va, si en même temps on paie pas de taxes? Alors on prend tout le monde prend le RSA, tout le monde va à un addictologue, tout le monde a des machins, des je sais pas quoi, et puis on fait pas rentrer de taxes parce qu'on se dit ça ne peut pas marcher. Donc on en revient un peu à ce que je te disais, Maurice. Il y a peut-être des choix à faire, des réformes à faire sur certaines orientations budgétaires. Sur certaines choses, parce que mais ce ne sont pas des orientations budgétaires. Si ton fils, toi t'as un fils et une fille, s'ils ne lancent pas d'entreprise, c'est pas à cause je sais pas ce qu'ils font, mais ce n'est pas à cause des orientations budgétaires. C'est parce qu'à un moment, les gens de leur famille ne les ont pas mis devant des gens qui ont réussi dans le monde de l'entreprise en leur disant tiens, t'as vu ce mec-là, il fait des chapeaux, il fait des boulons, il fait des des tringles à rideaux, t'as vu, c'est chouette, c'est plutôt passionnant, il en parle bien. Tiens, justement, il y en a un qui habite à 50 km. Je lui ai demandé, on va quand même passer voir comment il fait son truc, on va aller regarder un peu son atelier. Il nous a dit qu'on pouvait venir jeudi. Les gens ne font pas ça, ils restent chez eux et ils se disent que c'est le maire de la commune, que c'est Emmanuel Macron qui doit créer des entreprises. Et Emmanuel Macron leur fait croire que c'est lui qui va réindustrialiser la France. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que le politique peut faire? Le politique, il peut dire à des gens qui ont déjà des entreprises, qui cherchent des gogos pour les couillonner, venez là parce qu'on va vous monter, on va prendre l'argent public, on va vous faire une usine. Vous voulez quoi? Vous faites quoi? Vous faites des chaussures. Vous voulez, on vous met tout ce qu'il faut. On vous met les machines, on vous fait les routes, on vous fait tout. Avec l'argent public, on vous fait tout. Venez les faire. Donc le mec, il fait déjà ses chaussures, ses trucs. Il vient là, il les fait. À un moment, on lui dit bon, écoutez, ça fait 5 ans que vous êtes sans taxe. Maintenant, il va falloir commencer à payer. Ça a l'air de marcher. Le mec, il dit comment ça? Oui, il faut payer. Le mec, il ferme tout, il se casse, il va dans un autre pays. Oui. Parce que lui, il s'en fout, il est pas français, il est pas intéressé par le tissu local, il en a rien à branler. Donc c'est tout ce que fait, et c'est comme ça qu'on dilapide l'argent public depuis 40 ans, ou 50, parce que on donne de l'argent à des entrepreneurs. Là, qu'est-ce qu'on est en train de gueuler après Michelin et Auchan? Soudain, on se rend compte que Michelin et Auchan ont bénéficié d'argent public, que cet argent public, finalement, ne leur a pas permis de conserver les 4000 emplois qu'ils vont mettre par terre. Il fallait pousser des gens à créer des magasins, plutôt que de faire ça. Oui. Aujourd'hui, alors notre Premier ministre, il va se renseigner pour essayer de savoir ce qu'ils ont fait de l'argent. Les autres, ils disent, voilà, nous on a fait ci, on a fait là, on a fait machin, on a fait truc. Si vous continuez à nous emmerder, on va enfermer encore 2000 emplois, parce que c'est ça qu'ils doivent leur dire aujourd'hui. Donc voilà, tout le monde va fermer sa gueule, et puis parce que la solution n'est pas dans l'argent public. On le voit bien. Michelin, c'est une boîte internationale, c'est sans doute l'un des premiers vendeurs de pneus de la planète. Les mecs vont fermer des entreprises, principalement chez nous. Pourquoi? Parce que chez nous, le travail coûte plus cher, malgré toutes les faveurs qu'on leur a fait. Au lieu de se dire, on a de l'argent public, peut-être que il y a des gens qui ont commencé à faire des choses, on va les aider, ou que ces gens-là aillent voir les pouvoirs publics en disant nous on a besoin d'un coup de main. On les a donnés à ces gens-là parce qu'on s'est dit que la solution, c'est ce qu'on se dit en France, la solution pour l'emploi, c'est l'État. La solution pour l'emploi, c'est l'État et les banques. En fait, non. La solution pour l'emploi, c'est de faire des entreprises qui fonctionnent. Et pour faire des entreprises qui fonctionnent, il faut faire des produits, et il faut que les gens de notre pays se disent tiens, il y a des produits qui sont faits chez nous, achetons-les d'abord. Pourquoi est-ce que Michelin aujourd'hui est dans la merde? Ils sont dans la merde parce qu'ils ont essayé de racheter toutes les entreprises de pneus de la création. Ils ont acheté des pneus chinois, des pneus hongrois, des pneus de n'importe où, de Biélorussie, enfin n'importe quoi. Ils ont racheté tout ça.
Et puis, en phase 2, il y a les mecs de Chine, ils font travailler des gens, ils leur donnent 1,50 € par jour, et ils leur disent, allez, vas-y, envoie les pneus. Bon, et les gens se disent, les pneus chinois, c'est très bien. C'est bien, je vais les mettre sur ma bagnole. Ils les mettent sur leur bagnole, puis après ils sont étonnés que Michelin leur dise, bon, écoutez les mecs, nous on ferme la boîte, de toute façon on vend plus assez de pneus. C'est quand même ça notre... C'est ça qui prend la queue. Ben oui, tant que le consommateur n'aura pas compris que c'est lui qui est à la tête de tout ça, ben oui, on va voir les boîtes fermées, les trucs. Ah oui, non mais j'achète pas des pneus trucs parce que c'est trop cher. Ben ne les achète pas. Mais si tu n'achètes pas les pneus de chez Michelin, Michelin va continuer à faire son bazar, et puis un jour ils iront s'installer, je sais pas où, dans un pays où la vie est meilleure, quand ils seront rachetés par les Qataris, et puis ça sera terminé. Il se passera rien. L'idée de justement, mais après, après il y a le problème de l'Europe avec ça. Est-ce que l'idée de Trump, tu disais tout à l'heure, oui, mais le président il peut rien faire. Moi, par exemple, on va voir, on l'a déjà vu déjà par le passé un peu, mais quand il dit je vais réparer, par exemple, ce nouveau slogan, on sent bien que le mec il veut protéger son économie et donc ses entrepreneurs. Est-ce que nous en France, on n'aurait pas la possibilité, tu parlais des pneus justement, on a le fleuron du pneu en France. Comment se fait-il que nous, on n'a pas su protéger ça? Oui, mais t'as vu comment ils protègent nous, quand on veut protéger nos entrepreneurs, on prend l'argent public et on le leur donne. Et lui en particulier, Donald Trump, et c'est pas ce qu'il dit. Il dit, je vais aller taper à la porte des entrepreneurs américains et leur dire, si vous faites des bagnoles en dehors de nos frontières, ce sont des voitures étrangères, il faudra payer la taxe pour les rentrer. Donc, si vous voulez vendre des bagnoles américaines, faut les faire chez nous. C'est pas le même discours que de dire, vous voulez faire des pneus chez nous, on va vous donner des milliards d'argent public pour que vous puissiez continuer à les faire. L'ambiance c'est pas la même. Pourquoi on fait pas ça en France? Pourquoi on fait pas ça? Mais parce qu'on n'a plus les entreprises. Et parce que l'idée sur beaucoup de produits manufacturés en Amérique, quand tu es dans l'Amérique, il est écrit fabriqué depuis longtemps. Alors maintenant tout le monde essaie de s'y mettre. Fabriqué avec amour en Amérique, je crois. Je crois que c'est ça. Avec fierté, je crois. With love and fierté. Proud and love, je sais pas. Fait avec amour, je sais pas quoi, sur le territoire américain. Parce que l'Américain normal moyen, il est sensible à ce discours. Les Français ont toujours une raison de se déresponsabiliser. Ce n'est pas de leur faute s'ils achètent des produits chinois ou des produits je sais pas quoi. Ce n'est pas de leur faute. On a eu cette discussion il y a la semaine dernière. Ce n'est jamais de la faute des gens qui achètent des produits. C'est pas de leur faute. Ce qu'ils ont chez eux, c'est pas de leur faute. Donc voilà, ça crée. Si au lieu d'acheter le pain chez le boulanger qui est au coin de ta rue, tu vas dans une grande surface. Au bout d'un moment, le boulanger qui est au coin de ta rue, il meurt. Il n'y a pas de secret. Inciter réglementairement sans passer par les fonds publics. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Yaya. Mais c'est pas ça en fait l'entreprise. Tu vois, il écrit. Je veux dire inciter réglementairement. C'est-à-dire qu'ils imaginent que ce qui va nous permettre de créer des entreprises chez nous, ce sont des règlements, des trucs de politique. Alors qu'en fait, pas du tout. Si tu montes une boîte, c'est parce que t'as envie de monter une boîte. T'as envie de monter, je sais pas quoi, t'aimes bien faire des petits chapeaux en coton. Tu te dis ah ouais, moi j'aime bien ça. T'as des gens qui sont autour de toi qui t'encouragent, qui disent ah oui dis donc, il fait des petits chapeaux en coton, c'est joli, j'aime bien. Je lui ai demandé de m'en faire un. Et là tu te dis ah putain, j'aimerais bien monter ma boîte qui fait des chapeaux en coton. C'est comme ça qu'on monte une boîte. Personne ne se dit, n'est à table, il se dit, ah oui, tu as vu, ils font, alors enfin si, ça arrive, et donc c'est les boîtes qui ferment le lendemain, oui, t'as vu, ils font des cadeaux, dans la région, ils font des cadeaux de locaux à des gens qui veulent monter des boîtes. Alors les gens se disent, qu'est-ce que je pourrais monter comme boîte? Je vais monter une boîte, qu'est-ce qui se fait le plus? Alors, ah oui, aujourd'hui c'est le transport, ah oui, donc je vais monter une boîte de transport, le mec n'a aucune fibre, aucun intérêt pour la chose, donc il démarre, il se met dans le local parce qu'il est gratuit, il roupille, ça marche pas parce qu'il sait pas le faire et qu'il a pas envie de le faire et la boîte ferme. En ce moment, le transport de marchandises, il va pas là.
Non mais enfin voilà quoi. Et c'est effectivement ce regard-là, et c'est très juste ce qu'il dit Yaya, parce que c'est vraiment comme ça qu'en France on voit l'emploi. On se dit que les gens montent des entreprises parce qu'il y a des opportunités financières, parce qu'il y a des locaux gratuits, parce qu'il y a une subvention, etc. Et en fait, rien du tout. Les mecs qui ont créé Apple, qui ont créé je sais pas quoi, Google, ils l'ont pas créé parce qu'on leur a dit vous savez, il va y avoir des finances très intéressantes pour ceux qui montent des entreprises. Mais qu'est-ce que je pourrais monter comme boîte? Les mecs, ils avaient envie de faire leur truc, ils se sont dit ouais, en faisant ça, je sais pas quoi, machin chose, ça va tourner. Mais ça commence le plus jeune âge. Qui fait les programmes scolaires en France? Ça n'a rien à voir avec les programmes scolaires. Il veut absolument que l'incitation, l'envie de créer une entreprise vienne de l'école, vienne de quelqu'un d'autre. C'est ton entourage, c'est ce que tu sais faire, c'est ce qu'on t'a laissé faire, c'est ce qu'on t'a encouragé à faire dans ta famille, etc. qui fait qu'à un moment tu vas monter une boîte. Les gens qui arrivent à reprendre, c'est de moins en moins le cas, mais les gens qui arrivent à reprendre les entreprises de leur papa, de leur maman, etc. C'est pas parce qu'à l'école on leur a dit oh là là, vous savez, monter un garage de bagnole c'est vachement bien. Les mecs, c'est parce que leur papa avait un garage de voiture, il les a mis dans le truc, il les a intéressés, la fille lui a dit si tu veux il faut que tu fasses de la comptabilité. Donc c'est le papa qui a incité parce qu'il avait créé un truc. La grande partie des entrepreneurs, des gens qui ont créé des entreprises, ne sont pas des gens qui ont créé des entreprises parce qu'il y avait une opportunité financière. Ça, ce sont des investisseurs. On te dit tiens, il y a le mec qui fabrique ses chapeaux, il paraît que on peut gagner beaucoup là-dedans, tu mets 10 balles dans le nourrin, tu secoues et dans 3 ans tu sors et tu vas sortir avec 200 balles. Bon, j'y vais, ding dong, bonjour, ça m'intéresse. Mais ça c'est la démarche d'un investisseur. Non, une culture, ça se cultive. Faut arrêter de répéter des poncifs, des phrases. Excuse-moi, je parle avec Yaya, là, qui est sur le chat. Il répète des trucs parce qu'il a lu, je sais pas où, aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a dit une culture, ça se cultive. Ça n'a rien à voir. Il faut s'intéresser à la plupart des grands créateurs, des gens qui ont monté des entreprises, des je sais pas quoi, qui ont fait. C'est parce qu'il y a eu souvent, très souvent, autour d'eux, dans leur famille, des gens qui les ont incités, poussés à faire les choses. Ce n'est pas l'école qui doit pousser les gens à faire des entreprises, et encore moins le maire de la ville ou le président du pays. Ouais, il y a aussi les business angels qui investissent sur des startups. Ça, c'est un peu fini là. Maintenant, les licornes, les licornes sont celles qui lèvent plus de, je sais pas combien, de 10 millions d'euros. Mais ça, c'est pareil, c'est des trucs, chez nous, on n'a pas la fibre pour ça. Donc, la grande partie des entreprises qui sont montées par des business angels qui investissent dans les startups, ça dure 3 ans et la boîte, elle est fermée dans la foulée, terminée. Les mecs, ils s'échappent après avoir imité ce qu'ils ont vu des États-Unis et puis ça s'arrête là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on n'a pas, à part les mecs, comment ils s'appellent, les mecs de Lille, là, qui font le stockage là OVH, à part des boîtes comme OVH, la plupart ça a pas, on n'est pas le pays, on est le pays dans lequel Google vient enfouir ces trucs là qui vont nous réchauffer la mer, mais certainement pas le pays dans lequel on le crée. Mais alors tu vois, on a des décennies de retard sur les Américains. Mais c'est ça notre problème, c'est qu'on court après les Américains. Eux, ils courent après personne. Nous, on a heureusement pour nous, les artisans dont on ne parle pas beaucoup chez nous ne sont pas des gens qui courent après les Américains. Ce sont des gens qui ont des rêves, des savoirs, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on ne sait pas faire mousser chez nous. Et au lieu de se dire ça, il faut aller voir les artisans autour de la maison, aller voir les mecs qui font je sais pas quoi, même des échelles en bois, aller les voir avec vos enfants pour qu'ils comprennent, qu'ils discutent, que le mec explique l'art de l'échelle, parce que c'est peut-être ça qui va faire que demain, voilà, on va avoir des mecs supplémentaires qui fabriqueront des échelles. Si l'idée de courir après les Américains, de créer, on a essayé quand la Silicon Valley a commencé à disparaître, parce qu'aujourd'hui c'est quand même
Il y a Google et puis ses cousins, mais les autres ont disparu. Bon, et puis en plus maintenant il y a les sniffers de cannabis là qui sont installés à San Francisco. mais nous on a essayé de faire la Silicon Valley, quoi. Je veux dire que c'est ridicule, quoi. Oui, bientôt le fentanyl dans toutes les rues pour faire comme l'Amérique. Enfin bon. Bon, pardon, je m'énerve, mais bon, je pense que voilà, qu'il faut qu'on change de mentalité, qu'on arrête de se demander, qu'il faut que notre président arrête de nous dire qu'il va réindustrialiser la France parce que ça ne veut rien dire. Et que les gens arrêtent de se dire que c'est la politique qui va faire que leur enfant aura envie de créer une entreprise de boutons, de chemises, quoi. Mais moi, quand je parle de politique, je pense pas qu'un politique puisse dire comment il faut monter une entreprise. Pour moi, c'est pas son rôle. Mais quand je parle de politique, c'est plutôt à la gestion de la vie et tout ça. Après, pour ce qui est de la création d'entreprise, effectivement, il faudrait démystifier peut-être ou désangoisser le truc ou le décastifier. Il faudrait montrer. On a, moi j'adore parler des artisans. On a des artisans. Moi, il y a un salon actuellement en plus. Ouais, on a des artisans qui font des choses fabuleuses. C'est un truc que nous en France on sait faire. On sait pas faire. Je sais pas quoi là, tous les trucs qu'on essaie d'imiter, on ne sait pas les faire. On sait pas faire, je sais pas quoi, la bouffe industrielle, si un peu ça au début, ils savent faire. Bon, enfin, il y a plein de choses qu'on essaie d'imiter qu'on ne sait pas faire. Par exemple, les voitures, on ne sait plus les faire. D'ailleurs, on les fait plus, comme ça, on est bien. C'est les autres qui les font pour nous. Mais bon, il y a plein de trucs qu'on sait pas faire. En revanche, l'artisanat, les belles pièces d'artisanat, c'est un truc qu'on sait faire, quoi. Personne n'en parle. Jamais personne n'en parle. On ne nous parle que des imitateurs de trucs américains. On ne parle que de ça. Parlons de ces gens-là. Ouais. On essaye de plagier, de faire du plagiat, et comme on ne sait pas faire, parce que ce n'est jamais mieux fait que par celui qui l'a créé, la chose, ça fonctionne pas. Tu vois, par exemple, cet exemple-là, ça rejoint ce que vient de dire Catherine. On a ici localement le coq sportif. Alors, le coq sportif, quand il est revenu dans le secteur, c'était comme si on faisait revivre le souvenir de la marque. Mais la marque a été créée par quelqu'un du coin, qui avait vraiment mis tout, tu vois, qui est vraiment un créateur, qui a voulu vraiment faire quelque chose de nouveau dans le sport. Il l'a fait très bien d'ailleurs. Je rappelle que Yannick Noah portait une tenue, même si Yannick Noah, et que l'équipe d'Argentine portait le maillot du coq sportif. On avait ça. Et depuis quelques années, je vais te montrer l'exemple dont tu parles, Maurice. Depuis quelques années, un groupe d'investisseurs suisses dit tiens, il y a peut-être une affaire à en prendre avec les politiques qui sont venus, venez, on va vous donner, on va remettre en état le local. Donc ça a été fait avec des données publiques. Et maintenant, je passe les détails parce qu'il y en a énormément. Et maintenant, depuis quelques semaines, on apprend que le coq sportif est dans une impasse et en liquidation judiciaire. Parce qu'il doit, je sais plus, une vingtaine de millions d'euros, et que les investissements, la fédération de rugby lui demande 5 ou 6 millions d'euros qu'ils n'ont pas redonnés, qu'il a pris des emprunts de la BPI, qu'il a pris des emprunts du CIO, et puis finalement, il a pris les thunes. Il a racheté des locaux avec l'aide, on va dire, municipale, qu'il a pu avoir accès à des locaux qu'ils ont rénovés flambant neufs, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une société qui va peut-être s'écrouler. Voilà. Ça, c'est triste. C'est très triste. Mais tu vois, c'est un peu. Alors en plus, le coq sportif, t'as bien vu, ça a été fait avec l'image bleu, blanc, rouge, super, tout ça. Mais c'est comme si c'était un plan marketing, pour moi, je te dis comme je le pense, qui a été fait. On s'est dit, peut-être qu'ils se sont dit, à l'horizon des Jeux Olympiques, c'est bon, on va prendre nos thunes. Franchement, je te dis, les locaux qu'il y a ici, ils ont été refaits, l'infrastructure, ils ont tout refait. Ils ont 2 usines. Alors les usines de production sont pas du tout en France, pour commencer, sont au Maroc et puis au Portugal. Donc déjà. Attends, le coq sportif, ils ont obtenu en juillet de cette année
un prêt de 12 millions d'euros pour rester à flot. Un prêt de 12 millions d'euros de l'État, donc de notre État endetté. Hein. Ouais. Plus près du CIO. Donc je crois qu'ils sont à 18 ou 20 millions d'euros d'emprunts qu'ils doivent rembourser. Et là, maintenant, pour rester à flot, l'entreprise est par ailleurs confiante en l'issue favorable de son litige avec la Fédération française de rugby, qui lui réclame 5,3 millions d'euros d'impayés de son ancien fournisseur. Le groupe affiche une perte de 18,2 millions d'euros pour la période de janvier à juin. Sa maison mère Aerosis, la maison mère, a une perte de 10,5 millions pour le premier semestre 2023 et de 28 millions sur l'ensemble de l'année passée. En difficulté financière, le coq sportif qui a équipé la délégation française lors des JO avait obtenu un prêt de 2,9 millions de la part du comité d'organisation de Paris 2024, dont il restait au 30 septembre 150 000 euros à rembourser. Eresis indique lundi que l'équipementier a obtenu en juillet un prêt de 12,5 millions d'euros par l'État français, par la BPFI et par la BPI France Assurance. C'est ça. C'est ça, c'est comment ça, c'est un fonds d'investissement qui est déjà, donc un fonds d'investissement, ils arrivent encore à se dire qu'ils n'ont pas les moyens de rembourser. Et ces gens-là, c'est des financiers, c'est pas des créateurs. Le chiffre d'affaires a progressé de 30% à 82 millions d'euros, mais la hausse des dépenses, notamment de marketing, donc ça c'est quand ils donnent de l'argent aux youtubeurs pour qu'ils puissent mettre les chaussures, a amputé le résultat. Explique Eresis, qui a également creusé ses pertes. La holding affiche une perte de 19,4 millions de francs suisses au premier semestre contre moins 12,4 millions par an auparavant. Pour l'ensemble de l'année 2023, le groupe qui détient 75% du coq sportif et contrôle aussi la marque suisse de ski Movement avait réalisé une perte nette part du groupe de quasiment 30 millions de francs. Bon, je vous épargne le reste du dossier. Un exemple d'un truc qu'on a vécu ici, qui était à grand renfort. Moi, ce qui m'a surtout inquiété, dès que j'ai commencé à avoir des petits doutes, c'est quand ça commence à parler de locaux, de rénovation aux frais du contribuable, en gros. Et moi, je me suis dit, en fait, les mecs, ils investissent dans l'immobilier, en fait. Et ça rejoint ce que tu dis, en fait. On n'a plus les gens qui veulent faire des choses, qui savent faire des choses. On n'a plus beaucoup ces gens-là, et on a plus des gens qui veulent prendre le pognon avant l'idée. Dommage. On a besoin, voilà, moi mon artisan préféré, c'est Signé. Signé, c'est un fabricant de radiateurs d'art. Radiateurs de chauffage, hein, pas des radiateurs de bagnole ni de moto. D'art qui est formidable, qui est à 7 en France et qui est un artisan extraordinaire dont on ne parle jamais chez nous. Jamais personne n'en parle. Si tu veux entendre parler de Signé, faut aller à New York en fait. Tu vas pas, toi? Est-ce que tu vas à New York, là les mecs c'est ça, c'est un problème ça. Pourquoi en France on a cette attitude quand quelqu'un fait quelque chose de bien de pas le mettre en valeur? Mais je sais pas. Alors c'est vrai que bon, les radiateurs, c'est pas pour les, c'est pas pour les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent. Mais bon voilà quoi. Si tu veux entendre parler des artisans, alors je parlais d'eux, mais pour moi eux c'est un peu la crème quoi. Mais il y en a des milliers d'artisans d'excellente qualité dans notre pays, mais personne n'en parle parce qu'on est obsédé par la réussite américaine et effectivement, comme disait je sais plus qui tout à l'heure, on est en retard sur les Américains parce qu'on essaie de faire la course avec eux, alors qu'en fait on n'a pas de raison de faire la course avec les Américains. On est 25 millions de travailleurs ou 26 millions face à je sais pas combien, 250 millions de travailleurs. Il n'y a pas de il n'y a pas la... Non, c'est pas 25 000 euros pièce. Il y en a des moins plus abordables, Christo. Mais c'est très joli. Hein.
Ouais. Non, ils n'ont pas compris en fait. Et il me dit, il y a le futur là qui dit les gens font construire des maisons en parpaing et mousse expansive. Tu crois qu'ils vont claquer un billet sur des radiateurs? Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que il faudra qu'il y ait d'autres artisans et qu'on devrait faire mousser cela, en parler, parce que peut-être que tes enfants, le futur, leur voyant ces entreprises-là, auront l'envie à leur tour de monter des entreprises. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire que ceux qui gagnent 2000 balles par mois vont acheter des radiateurs chez Signé. Pardon. Et donner l'envie par l'exemple. Ouais. Hey. J'ai pas compris. Tu as compris? J'ai dit donner l'envie par l'exemple. Bah oui, comme font les autres. Ouais. Comme font. Moi, je pense ça. Comme font les autres. Parce que les autres ils font ça. Pendant que nous on critiquait Bill Gates, etc. Bill Gates, il faisait la tournée des facs quand il a commencé, quand c'était un mec qui commençait à être important là, dans les années 90. Il faisait la tournée des facs, il allait expliquer dans les facs américaines ce qu'il faisait, pourquoi il le faisait, comment il avait poussé IBM à le suivre, etc. Oui, c'est parce que ce sont des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, parce qu'ils ont envie de le transmettre aussi, parce que ils sont passionnés. C'est que c'est pas l'argent n'est pas une fin en soi, c'est juste ils sont convaincus de ce qu'ils font et ils veulent l'expliquer, le transmettre. Et ouais. Et ils y arrivent parce qu'ils ont raison. Ouais. Et oui, parce qu'on a eu Dailymotion qui est dépassé par YouTube, oui, puisque YouTube était là avant Dailymotion, qui est une imitation de YouTube. Comme on a le truc de musique là, qui est pareil là, qui imite Deezer, qui imite machin. Bon, ça ne peut pas, ça fera pas nous des champions. Qui imite machin. Bah, à un moment donné, c'est bien d'avoir ses propres idées. Et de le faire, d'y aller, et puis de surtout c'est d'être convaincu de ce qu'on fait, quoi. Et ouais. Donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais je pense que le seul moyen de nous en sortir, c'est que les gens arrêtent de se dire que ce sont les personnages politiques qui vont motiver leurs enfants à créer des emplois, à créer des entreprises, etc. Il faut que les gens de chez nous comprennent que c'est dans la famille, c'est l'intérêt pour ton gosse qui finalement, je sais pas quoi, il crayonne des machins, finalement il a peut-être le talent pour devenir couturier. Il faut s'intéresser à ce qu'il fait, regarder ce qu'il fait, l'emmener voir d'autres couturiers, l'emmener voir des je sais pas quoi, des gens qui font des maths, des gens qui font des je sais pas quoi, de la pâte à crêpes, et que ces choses-là, c'est face à ce que l'enfant va faire qui vont peut-être déclencher quelque chose, et certainement pas des prêts bancaires, des choses comme ça, parce que ça crée des gens qui ne savent rien faire du tout, qui s'empressent d'aller acheter une voiture de sport pour paraître dans les machins, qui disparaissent avec l'eau du bain. La voiture après elle est vendue, on n'en parle plus, et ils disparaissent. Donc je crois que si on considère l'argent comme une fin en soi, ça peut pas fonctionner. Faut avoir envie de faire quelque chose, de bien le faire. Et après, soit t'as d'argent, soit t'en as pas, mais c'est pas grave. Tant que tu fais quelque chose qui te plaît, puis que tu le fais bien, tu t'en fous de t'acheter des bagnoles de sport, quoi. Après, mais justement, c'est parce que nous, on est obsédés par le pognon. On est obsédé par le pognon, donc on fait des trucs en se disant qu'il faut que ça génère tout de suite énormément de pognon, alors que les autres mettent en œuvre leurs idées. Ouais, parce qu'ils ont envie de le faire. Ouais. Hier, il y avait je zappais comme ça, puis je trouvais sur un truc, je dis putain, c'est horrible. Il montrait, je sais aux infos, il me semble, une femme qui mettait en scène son chien. Alors la première phrase, ça a été, elle a je sais pas combien de millions d'abonnés,
Tout ça pour montrer une femme qui filme son chien, qui lui fait faire des trucs, lécher l'écran de télévision. Et ça, il te le présente comme une réussite, quoi. Et ça, c'est... Voilà, comment veux-tu qu'on avance? Et après, la nana, elle t'explique, oui, moi, je filme aussi mon quotidien, donc le chien, on voit l'aspirateur qui n'est pas fabriqué en France, tous les trucs qu'elle a achetés, donc elle participe à faire du marketing à travers son chien de produits qui sont pas produits en France, tu vois. Oh, mais même franchement, ça sert à quoi? C'est ça le problème, c'est la vacuité. Ça sert à rien. C'est ça. C'est d'avoir le pognon, c'est le pognon. C'est que le pognon, c'est limite. L'argent. Si elle doit faire un truc incroyable avec son chien, elle le ferait. Pour moi, Bah ouais, mais moi c'est ça que je me dis, on est mal barré parce que si la fin en soi, c'est d'avoir du pognon. Oui, on est mal barré, Catherine, excuse-moi, on est mal barré. Parce en vendant des choses qui servent à rien. Parce que des gens consomment ça aussi. Parce que plus les gens vont consommer cet état d'esprit, c'est les gens qui consomment cet état d'esprit. Comme disait tout à l'heure Maurice, puis ça fait longtemps, les gens sont là en train de regarder quelqu'un, c'est super, il y en a qui se font arnaquer, il y en a ci, il y en a ça, mais le but de chacun... C'est aussi, le problème, c'est que les gens se comparent aux autres. Au lieu de vivre pour leur gueule, tu vois, pour essayer de savoir ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont envie, ce qui leur plaît, ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils aimeraient faire. Non, moi je pense que, Catherine... Non, tu regardes, c'est, lui il a ça, moi je veux plus que lui. Mais oui, alors, ça vient de quoi, ça vient de quoi, ça? Ça peut pas fonctionner. Pardon? Pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens n'acceptent pas d'avoir un vélo au lieu d'avoir un scooter ou d'être à pied. C'est parce que c'est de la bêtise. Ils sont cons, ils sont bêtes comme leurs pieds. Non, mais regarde, moi je veux pas de scooter, j'en ai eu un, on me l'a volé, tant mieux, je suis bien contente. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire j'avais un scooter, on me l'a volé, tant mieux. C'est vrai, en plus, je préfère être à vélo que ce scooter de merde là. L'autre il me l'a volé, ça c'est de la dope, ce bouffon là. Mais tant pis pour lui, tu vois, le genre que j'ai croisé, c'est un déchet quoi. Il m'a volé mon scooter, qu'est-ce que je m'en fous? Moi je pédale, je suis contente d'être à vélo, je veux pas de voiture. Bon. Je veux pas t'es la seule personne qui se fait voler des choses et qui est contente, mais bon. Un petit message. Moi, je veux casser la gueule avec ce scooter-là. C'est pas très bien pour moi. T'es pas morte. Un message de Stéphane qui a 54, qui est à Calvi, donc en Corse. Il dit un truc qui est très vrai. Il dit, Maurice, mon artisan préféré, c'est Ikea. Mon artisan français préféré, c'est Ikea. Stéphane, 54, Calvi. C'est ça. À Ajaccio, il n'y a pas de chose, mais à Calvici. Bon. Ouais, bon, elle est nulle. Maurice, on n'arrivera jamais à rien. Déjà, à la base, les gens sont idiots et incultes en France. C'est pire chez les jeunes. Non, parce que je pense que ce qu'on est en train de se dire là, ça peut exister. C'est-à-dire que demain, quand tu seras avec ton petit cousin, tu peux l'emmener voir le fabricant de chaises qui a à 5 km de chez toi, en lui disant tiens, on va aller faire un tour, on va voir ce qu'il fait ce mec-là, j'aimerais bien voir, discuter 5 minutes avec lui, et peut-être que voilà que ça va participer à changer la mentalité. Ce qui a fait qu'on est arrivé à cette mentalité, c'est beaucoup de télévision et peu de compréhension de télévision. La télé d'aujourd'hui, elle fait beaucoup de faux témoignages, de faux personnages qui viennent raconter des jérémiades aux gens qui passent leur journée, je fais un petit clin d'œil à Leïla, qui passent une partie de leur soirée à regarder ça en se disant que c'est très bien, alors qu'en fait on est dans une fiction avec des gens qui n'existent pas réellement, qui sont des personnages qui sont des personnages de fiction fabriqués par la télé pour vendre des spots publicitaires. Donc au lieu de faire ça, peut-être que aller faire un petit tour en fin de journée chez le mec qui est en train de fermer son magasin de fleurs. Ça peut déclencher chez les enfants une envie de créer un magasin de fleurs ou de faire des chapeaux, des roues de bagnole avec des fleurs. Enfin voilà,
C'est tant qu'effectivement l'enfant passera sa vie à regarder ce que font les autres, et en général ce que font les autres, ce que font les Américains, donc à la télé, on n'est pas des Américains, eh ben on restera assis sur notre ventre à se demander, ou assis sur notre cul avec les bras sur notre ventre, à se demander si nous aussi on peut pas les imiter, essayer de faire la même chose. Et en attendant et en espérant que si ça marchote un petit peu, que les Américains viendront le racheter. Mais finalement, on s'aperçoit qu'ils viennent pas le racheter parce qu'ils n'ont pas de raison de le racheter. Puisqu'on fait déjà. Voilà. Et oui. Allez, on va se casser. On va écouter la conclusion de Kader à 3. Merci Maurice pour l'émission. Merci encore à toute ton équipe qui t'accompagne. Ouais. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes et à tous une très bonne nuit. Et à bientôt. Canon, les bonnes nuits à toi. Merci d'être venu. Une petite conclue de Catherine qui s'est pas endormie à Arcachon. Je suis pas endormie. Soit je fais le grand écart pour finir, mais il est tard. Non, soit ouais. Je chante un extrait d'une chanson. Ouais. Fais ça plutôt, l'extrait de la chanson. On est seul, on se fait des amis et on les réunit quand viennent les soirs d'ennui. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces, mais on n'a jamais fait un cercueil à 2 places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Avec vous, je suis pas seule. J'étais bien contente d'être avec vous ce soir. Donc merci à tout le monde. Merci Maurice, parce que je me suis pas sentie seule ce soir face à vous. Et rock'n'roll. Je te l'avais dit. On est bien avec moi. Et de toute façon, tu n'es jamais seul. Tu es toujours au moins avec toi. Rock'n'roll et bonne nuit à toi. Merci d'être venu. Salut celles et ceux qui étaient sur le chat de Maurice Radio Libre, qui avaient des choses à dire, avec lesquelles c'est bien là quand ça a un rapport avec ce qui se dit. Ça permet d'échanger, d'ajouter un peu plus de choses. Donc c'est bien. C'est vraiment super. Je félicite toutes celles et ceux qui ont compris notre jeu sur le cinéma. On a plein de on a fait plein de votes, de trucs. Donc on va pouvoir mettre en route. Ça a été dur, hein, ça a été très très dur. Mettre en route notre soirée musique de film de cinéma, puisqu'on t'avait demandé de voter, de faire. Je félicite celles et ceux qui ont bien bossé pour que ça existe, parce que c'était pas avec un claquement de doigts, hein, ça a demandé un vrai investissement pour être compris. Et maintenant, il va falloir dépouiller les suffrages pour les faire fonctionner, pour que la soirée puisse se monter. Et je remercie donc le volontaire du 11 novembre qui a permis à cette émission d'exister. J'étais ravi de passer cette soirée avec toi. C'est qu'une petite musiquette que tu n'as pas l'habitude d'entendre, mais qui te permettra de réfléchir à tout ce qu'on s'est dit. Et puis demain soir, 21h pile, je serai là. Et toi ? Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Retrouve toutes les émissions en intégralité dans la boutique.